C'est le cauchemar des propriétaires de chiens, des municipalités et peut-être le vôtre aussi. Elle est l'un des insectes les plus redoutés de France et pourtant ce que l'on pense savoir sur elle est souvent incorrect ou incomplet. C'est la processionnaire du pain. Dans 4 minutes, vous saurez pourquoi cette chenille mène peut-être la vie la plus difficile de tous les insectes du territoire et pourquoi malgré tout, elle est absolument fascinante. Il n'y a pas que moi qui le dis, c'est littéralement son nom scientifique, Tometophoea pithiocampa, qui signifie en grec ancien « chenille du pain » qui crée l'émerveillement. Cette chenille est facilement reconnaissable, elle mesure environ 4 cm et possède des touffes de poils roux et denses sur le dos et blanchâtres sur les flancs. C'est la forme juvénile d'un petit papillon nocturne aux ailes grisâtres. La processionnaire du pain n'est pas une espèce invasive, c'est une chenille européenne qui a survécu à l'ère glaciaire dans certaines zones du bassin méditerranéen et qui a depuis recommencé à conquérir le continent. Elle n'a besoin que de 2 choses pour s'installer, des pins et un climat favorable. Aidée par le changement climatique, la propension des humains à planter des pins, mais surtout par un attirail de facultés biologiques extraordinaires, elle gagne du terrain sur l'Europe, progressant rapidement vers le nord, année après année, arbre après arbre. Mais d'ailleurs, comment elle arrive dans les arbres ? Eh ben, pendant l'été, la mère de ces chenilles, qui est donc un papillon, repère un pin pour pondre ses œufs entre ses aiguilles. 4 à 6 semaines plus tard, s'ils n'ont pas été dévorés par les grosses sauterelles qu'on appelle éphipigères, les œufs éclosent. Les jeunes chenilles ne pensent qu'à une seule chose, manger. Ça tombe bien, elles sont nées sur ce qui sera à la fois leur refuge et leur garde-manger, puisqu'elles se nourrissent d'aiguilles de pin. D'instinct, elles vont se rassembler en formant un petit amas et commencer à dévorer leurs premières aiguilles. Aux premières vagues de froid, les chenilles qui ont déjà bien grandi vont tisser une forteresse pour se préparer à passer l'hiver. Tout ensemble, elles tissent un cocon d'hiver à 2 couches. Une extérieure, assez large, qui sert d'armature et tient les prédateurs à l'écart, et une intérieure, très dense, qui leur permettra de garder leur chaleur et de résister à des températures extrêmes jusqu'à environ moins 15 degrés. Cette couche protectrice très épaisse ne comporte ni entrée ni sortie. On pourrait donc penser qu'elle passe l'hiver ainsi, à ne rien faire, mais non. Les nuits d'hiver clémentes, elle se ferait un chemin à travers le cocon pour retourner manger les aiguilles de pin. Et elle rentre avant le lever du soleil. Ces casse-croûtes nocturnes répétées peuvent causer de gros dégâts sur les pins lors d'infestations massives. Après plusieurs mois, si elles ont survécu à l'hiver et aux mésanges qui sont de très grandes prédatrices, elles vont pouvoir entamer leur plus dangereux périple, quitter le nid pour rejoindre la terre ferme et se transformer en papillon. Entre février et avril, toutes les processionnaires d'un nid vont descendre en même temps. Une procession typique comprend entre 50 et 200 individus. Les chenilles, qui sont quasiment aveugles, se suivent en restant au contact de celles de devant, aidées par des phéromones. À la tête de cette procession, on retrouve toujours une femelle. On sait pas encore pourquoi. C'est à ce moment crucial de leur vie, alors qu'elles sont sur le qui-vive, à la merci des prédateurs et des parasites, que nos chemins peuvent se croiser. Et en général, ça finit pas très bien pour elles, parce qu'elles représentent un danger pour la santé humaine et animale. La raison, ce ne sont pas ces poils-là. Les vrais poils urticants sont invisibles à l'œil nu. Ils sont situés dans de petits sacs sous des plaques dorsales, appelés miroirs urticants. Et quand elle est stressée ou dérangée, ils s'ouvrent et libèrent de microscopiques poils en forme de harpon et chargés de tométopoïne, une toxine qui peut causer, selon l'endroit où les poils atterrissent, des éruptions cutanées, des symptômes oculaires, respiratoires ou digestifs, et plus rarement de sévères réactions allergiques. Petite parenthèse, si votre chien a la bonne idée de manger des chenilles processionnaires, mon conseil de veto c'est de rincer la bouche le plus possible. Faut pas juste le faire boire, vous prenez un seau d'eau ou le tuyau d'arrosage et vous rincez à grande eau, très rapidement. Attention, ne frottez pas et ne touchez pas l'intérieur de sa bouche. Reprenons notre procession. En prenant les commandes de la colonie, la femelle de tête a hérité d'une mission très importante. Mener ses frères et sœurs jusqu'à un endroit assez meuble et assez spacieux pour que tous puissent s'enterrer entre 5 à 20 cm sous la surface. C'est sous terre que la métamorphose aura lieu. Chacune, dans un cocon individuel, se changera en papillon. Sauf si il y a des huppes. Là c'est game over. Les huppes peuvent décimer une grande partie de la colonie en quelques heures seulement. Les processionnaires qui auront survécu aux éphipigères, à l'hiver, aux mésanges, aux humains, aux guêpes, aux huppes et à la métamorphose sortiront de leur cocon, déploieront leurs ailes à la fin d'une belle journée d'été et mourront quelques heures plus tard. Au mieux quelques dizaines d'heures plus tard. Je vous disais, vie difficile. Les mâles sortiront d'abord et entameront leur premier et dernier vol nocturne, pouvant voyager jusqu'à 10 à 15 km pour trouver une femelle. Leurs sœurs sortiront quelques heures plus tard et, alourdies par leurs œufs, elles ne voleront en moyenne que 2 km. Après l'accouplement, le mâle meurt d'épuisement et la femelle cherchera un pin, de préférence bien exposé, pour y déposer ses œufs fécondés avant de mourir elle aussi. Et le cycle recommence. À bientôt. Bisous.